Les guerres non déclarées sont monnaie courante. Tragiquement, notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit, des agressions, sans que le peuple américain ne s'en plaigne. Hélas, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par le gouvernement. Pour bâtir une société véritablement libre, il faut comprendre et rejeter le recours initial à la force. Et si parfois, pour aimer son pays, il fallait modifier ou abolir le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement était celui qui gouverne le moins? Et s'il était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux périr en combattant pour la liberté que vivre en esclave? Et si l'heure du plus grand danger pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous, le juge Andrew Napolitano, ici pour Judging Freedom. Nous sommes aujourd'hui jeudi 6 avril 2024. Désolé pour ce démarrage tardif. Nous avons tous des problèmes de connexion Internet. Ce n'est pas la faute de Max, c'est simplement l'une de ces choses qui nous touchent périodiquement. Si vous nous regardiez tout à l'heure, vous savez que nous avons dû interrompre l'émission avec Trita Parsi. Il reviendra demain matin à 8h30, heure de la côte Est, pour reprendre notre conversation. Max Blumenthal, dont la patience est à bout, nous rejoint maintenant. Max, c'est toujours un plaisir. Je voudrais vous parler de Trump et de la liberté de la presse. Mais avant cela, quelle est la position israélienne maintenant qu'il semble que les Omanais et les Iraniens négocient une souveraineté conjointe et solidaire sur le détroit d'Ormuz, ainsi qu'un partage des revenus? Ils pourraient fixer les tarifs qu'ils veulent et exclure qui ils veulent. Et tout cela pourrait avoir la bénédiction de Donald Trump. Eh bien, je ne pense pas que cela aura l'aval de Donald Trump. Il n'y a aucune possibilité. Et les négociateurs iraniens le comprennent, et l'ont dit assez clairement, qu'ils s'attendent à un comportement perfide de la part de Trump. Ils s'attendent à ce que les Israéliens tentent de saboter cela. Cependant, il y a de vraies raisons pour lesquelles Trump ne peut pas relancer la guerre. L'Iran place donc désormais la barre très haut pour un accord. Il avance des positions que je ne qualifierais pas de maximalistes, mais de positions assurées. Et l'Iran vient de proposer de nouvelles règles, qui prévoient notamment d'interdire les navires ayant le moindre lien avec les États-Unis, Israël ou des pays hostiles, comme des États européens qui ont attaqué l'Iran au cours des derniers mois. Aucune cargaison liée à Israël, aucun navire ayant attaqué le Yémen, ni aucun navire d'un pays ayant attaqué le Yémen ne sera autorisé à passer. Les recettes du passage par le détroit d'Ormuz serviront à indemniser l'Iran, et les violations entraîneront de lourdes amendes. L'Iran affiche donc des positions assurées. Au Pentagone, certains craignent que les gardiens de la révolution puissent profiter du moment et de la faiblesse politique de Trump pour lancer une attaque surprise, comme ils l'ont fait contre la base de Muwafaq Salti en Jordanie. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une attaque surprise, mais les États-Unis n'étaient clairement pas prêts. Et Donald Trump a mis la guerre en pause, ou bien, après avoir menacé l'Iran de destruction massive et de la plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale, il s'est retrouvé incapable de faire quoi que ce soit. Et la Maison-Blanche a fait fuiter de manière bidon ses plans de bataille vers l'Iran via une source haut placée de l'administration, probablement, disons, en visant J.D. Vance, afin de le fragiliser davantage dans le cadre de cette opération contre lui, et de masquer l'incapacité du Pentagone à lancer ne serait-ce qu'une attaque significative. Donc l'Iran est en position de force, et il s'en sert pour avancer des conditions bien plus assurées pour, je n'appellerai pas ça un accord, mais au moins pour une proposition concernant
le détroit d'Ormuz. Est-ce que l'article à la une du Washington Post d'aujourd'hui, qui porte sur Trump et accuse Hegseth de l'avoir induit en erreur au sujet de l'épuisement des ressources militaires américaines, est exact, d'après ce que vous pouvez en dire? Oui. Oui, mais ça rejaillit sur Trump, et c'est tout simplement d'une stupidité sidérante. L'administration est en plein effondrement. Je veux dire, Mark Wayne Mullin, au DHS, a vu toutes ses interviews annulées vendredi, après que Laura Loomer l'a traité de Mark Wayne Muslim et de retard, parce qu'il pensait suivre les ordres de Trump. Trump avait fait des déclarations publiques à ce sujet. Il pensait suivre les ordres de Trump pour assouplir les expulsions dans la restauration et le secteur de la construction, parce que ça nuisait à l'économie. Et maintenant, il en paie le prix. Pete Hegseth, lui, voulait être un fidèle de Trump. Il a failli perdre son poste, souvenez-vous, à cause du Signalgate. Il a donc pensé qu'en faisant preuve d'une loyauté totale envers Trump, en lui disant ce qu'il voulait entendre, et en faisant ce qu'il pensait que Trump voulait qu'il fasse, il pourrait se réhabiliter. Il a donc pleinement soutenu l'idée d'attaquer l'Iran en février, alors que le président des chefs d'état-major interarmés, Dan Kane, avertissait qu'il n'y avait pas assez de munitions à ce moment-là. Et il a continuellement, semble-t-il, tenu Trump à l'écart. Mais moi, je n'étais pas tenu à l'écart. Vous non plus. Aucun de vos invités ne l'était. Ils ont besoin que Pete Hegseth nous dise ce que le Centre d'études stratégiques et internationales a dit en avril, puis de nouveau la semaine dernière dans une étude. Les stocks américains d'intercepteurs ont été épuisés de plus de 65% et ne pourront pas être reconstitués avant des années. Et rien ne peut remplacer les systèmes THAAD et les intercepteurs Patriot PAC-2 qui manquent. Et maintenant, Reuters nous apprend qu'il n'y a tout simplement plus de missiles de frappe de précision. Les États-Unis ont épuisé ce stock, notamment pour massacrer de jeunes filles qui jouaient au volleyball à Lamert, le premier jour de la guerre. Ils sont à court de munitions, à distance de sécurité. Cela signifie qu'ils devront faire patrouiller des avions au-dessus de l'Iran pour neutraliser les défenses aériennes iraniennes. Mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que leurs avions ravitailleurs ont été durement frappés au sol et ont dû être redéployés vers la base aérienne de Ramon, en Israël, ce qui rend les sorties au-dessus de l'Iran d'autant plus compliquées. Donc, cette guerre est, en substance, je ne dirais pas impossible à poursuivre, mais très difficile à poursuivre. Et Trump cherche des boucs émissaires. Pete Hegseth est le dernier bouc émissaire en date pour le manque de curiosité de Trump, son incapacité à lire, sa stupidité pure et simple. Je veux dire, je me souviens avoir entendu parler de Trump prenant des leçons de Bible. Et son professeur de Bible, quand Trump voulait essayer de séduire la droite chrétienne, devait utiliser des versets bibliques codés par couleur, parce que la capacité d'attention de Trump était si limitée. Il devait aussi les imprimer en gros caractères, dans des phrases très courtes, pour que Trump puisse s'en souvenir. Donc je veux dire, c'est un président qui fait de plus en plus passer George W. Bush pour Henry Kissinger. Pensez-vous que les Iraniens espèrent un retour au protocole d'accord après avoir conclu leur accord avec les Omanais sur le détroit d'Ormuz? Le protocole d'accord, d'après ce qu'on en a vu, semblait très favorable à l'Iran. Oui. À ce stade, on peut en quelque sorte faire le parallèle avec les accords d'Istanbul entre l'Ukraine et la Russie, en avril 2022, qui pouvaient alors sembler plutôt favorables à la Russie. Mais aujourd'hui, l'accord que l'Ukraine conclurait, des années plus tard, après avoir perdu tant de territoire, serait bien pire. Et les États-Unis ont perdu du terrain pour tout futur protocole d'accord. L'Iran en a immédiatement violé 8 clauses, la plus importante étant la section 5,
selon laquelle l'Iran est en gros le suzerain du détroit d'Ormuz, et tout doit passer par le corridor nord avec l'autorisation de l'Iran. Les États-Unis ont essayé de contourner la règle 5 en empruntant la route du Sud via Oman. Ils ont échoué. Mais menacer aussi l'Iran de destruction, c'était interdit par le protocole d'accord. Et depuis la signature de ce protocole, les États-Unis ont perdu du terrain sur le plan militaire. Ils ont perdu des soldats. Des centaines d'autres ont été blessés. Ils ont perdu des bases. Le Koweït est désormais évacué. L'Iran peut donc avancer des conditions plus assurées, comme on le voit maintenant avec la proposition concernant le détroit. L'un des volets du protocole d'accord prévoyait le retrait israélien de Gaza et du Liban. Il est peu probable que cela se fasse volontairement. Justice au Liban. Gaza est côté. Gaza a été laissé de côté. Il me semble avoir entendu le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, dire que Gaza était très important, et peut-être que cela a été laissé de côté. Mais parlons de Gaza. Qu'a fait le soi-disant Conseil de la paix pour préserver des vies humaines à Gaza? Oui, et comment ça s'écrit? Conseil de la paix. Parce que moi je l'écris C-O-R-V-E de paix. Une pièce. Oui, exactement. Le Conseil de la paix a toujours été un instrument de corruption au profit de Trump. Le visage du Conseil de la paix, c'était Jared Kushner, qui est profondément investi dans l'économie israélienne. Il est, par exemple, presque actionnaire majoritaire d'une grande compagnie d'assurance israélienne. Et son fonds, Affinity Partners, est aussi un canal de corruption saoudienne et émiratie. Ils lui versent simplement des milliards de dollars. Ils n'en ont pas tiré grand-chose, comme on l'a vu pendant la guerre. Mais, au vu de la composition des personnalités qui siègent au Conseil de la paix, dont plusieurs étaient impliqués dans la Gaza Humanitarian Foundation, qui a présidé à la famine à Gaza et au massacre de près de 1000 civils venus chercher de l'aide sur des sites qui ressemblaient à des camps de concentration. Dans le cadre de cette opération ratée, on peut en gros en déduire que le Conseil de la paix est une sorte d'instrument de contrôle israélien massif sur l'ensemble de Gaza, sur l'avenir de Gaza. Et ils ont bénéficié d'une couverture internationale de la part de pays prêts à accepter des pots de vin des États-Unis ou qui veulent verser des pots de vin à Trump en échange de faveurs. Or, ce plan a été présenté. Et ce plan, même s'il était très contraignant, a été accepté par le Hamas. Ils auraient entreposé leurs armes lourdes ou y auraient renoncé en les confiant à une autorité palestinienne extérieure au Hamas. Ils n'auraient donc pas eu accès à des armes lourdes. Vous savez, des roquettes, des missiles anti-chars, ce genre de choses. Nikolai Mladenov est le directeur du Conseil de la paix. C'est l'ancien ministre de la Défense de la Bulgarie, un pays que Donald Rumsfeld aurait qualifié de Nouvelle Europe. L'un de ces anciens États du bloc soviétique, devenu un État de première ligne de l'OTAN, et un outil encore plus important de l'OTAN et des États-Unis, qu'un pays puissant doté d'une base industrielle comme l'Allemagne. Et Mladenov venait du WINEP, le Washington Institute for Near East Policy, qui est l'un des principaux groupes de réflexion du lobby israélien à Washington. Sa bourse était financée par une riche famille américaine sioniste. Il a présenté ce plan. Netanyahou l'a appelé et lui a dit qu'il détestait ce plan. Et puis Nikolai Mladenov a tout simplement inversé l'ensemble du plan et a déclaré que le Hamas devait aussi renoncer aux armes légères, c'est-à-dire aux pistolets et aux AK-47, et qu'il devait en gros se dissoudre. Et Israël ne se retirera pas simultanément au-delà de la ligne jaune, la ligne qu'il a utilisée pour s'emparer de plus de 60% du territoire de Gaza, conformément à la mise en œuvre du plan par le Hamas.
Le Hamas devra en gros se dissoudre totalement avant qu'Israël ne se retire. Donc maintenant, c'est essentiellement un plan Netanyahou. Et on voit clairement ce qu'est le Conseil de la paix. Un instrument au service de l'occupation israélienne et du nettoyage ethnique de Gaza, qui se poursuit à un rythme soutenu, avec des bombardements et des massacres écœurants dans des camps de réfugiés sous tente. Aujourd'hui, près de Rafah, il y a eu un nouveau massacre. Un entrepôt de nourriture a été bombardé par Israël dans le centre de Gaza. Et Mladenov avait protesté au départ, puis il a essentiellement fait marche arrière et dit « Israël, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. » Et juste une dernière chose à propos de la Bulgarie, ce pays qui est un peu laissé de côté dans toute cette équation. Je me souviens, quand la Fondation humanitaire pour Gaza a vu le jour, tout le monde se demandait qui était derrière, qui la finançait. Ça ressemble à un instrument du Mossad pour affamer Gaza jusqu'à l'épuisement. Et puis, il s'est avéré que la Bulgarie lui avait fait un don important. Alors je me demande s'il n'y a pas eu un donnant-donnant. On va faire ce don, et ensuite, vous faites venir notre homme, Mladenov, sous l'égide de Trump, pour diriger le Conseil de la paix et pour poursuivre ce programme de destruction de Gaza. Wow! Vous avez évoqué plus tôt le secrétaire Mullen et son humiliation aux mains de Laura Loomer, une amie de Trump. Où en est votre affaire? Vos avocats vont-ils pouvoir interroger Mullen en personne sous serment? Je ne vois pas les choses aller dans cette direction. La juge Léonie Brinkma nous a accordé, à mes avocats et à moi, une procédure de communication de preuves limitée pour savoir ce qui a été fait avec mes téléphones. Elle a cité une affaire tranchée en juillet. C'était peut-être dans une autre cour d'appel. Il s'agissait de Belmonte Cardoza contre les États-Unis, qui a établi que le gouvernement peut effectuer un contrôle élémentaire de votre téléphone à l'aéroport. Autrement dit, si vous leur donnez vos codes d'accès, ils peuvent le regarder, puis vous laisser partir. Mais la juge Brinkema a contesté le fait qu'ils aient effectué une fouille approfondie de mon téléphone. Nous espérons donc en apprendre davantage. Qu'est-ce qu'une fouille approfondie de votre téléphone? Ils saisissent le téléphone. Ils le branchent à des machines qui utilisent peut-être une technologie israélienne appelée Cellbrite. Elle sert à forcer les codes d'accès, à extraire le plus de données possible de votre téléphone, à copier les données, à voler les métadonnées et même à récupérer des messages supprimés. Nous espérons donc en apprendre davantage sur ce qui a été fait. Nous ne demandons pas des millions de dollars de dommages et intérêts. Nous demandons que la Constitution soit respectée. Nous demandons que mes droits garantis par le 4e amendement soient respectés. Et je pense que cela concerne tout journaliste qui défie le pouvoir. Tout journaliste qui défie le pouvoir devrait suivre cette affaire, parce que votre téléphone, vos appareils, pourraient être les prochains. Je sais que cela ne concerne qu'une minorité des professionnels des médias aux États-Unis, mais c'est tout de même important. Chris affiche en plein écran Trump qui fulmine contre les fuites et ceux qui les font, en les qualifiant de traîtres. C'est sa réponse à l'article du Washington Post de ce matin sur son affrontement avec Hegseth. Les États-Unis disposent d'énormes quantités de munitions. Personne ne le dit, surtout pour certains types de munitions. En outre, de grandes quantités sont fabriquées et expédiées vers les États-Unis. Je vais vous demander si vous savez ce que ça veut dire. Les entreprises de défense construisent un grand nombre de sites et d'usines, le plus grand nombre de l'histoire de notre pays. Eh bien, ça va prendre des années. Voici la partie importante pour nous. Les auteurs de ces déclarations traîtresses qui ont fuité sont activement recherchés. De longues peines de prison seront requises. Président DJT. Donc, j'imagine que les 3 auteurs de cet article du Washington Post, je ne les connais pas, Tara Kopp, Natalie Allison et Noah Robertson, doivent s'attendre à voir le FBI à leur porte,
avec des assignations à comparaître ou des mandats de perquisition pour leur téléphone portable. Eh bien oui, ils veulent des assignations à comparaître pour obtenir leurs sources. Exactement. C'est ce que Trump a fait avec Matthew Cole, qui était pigiste pour le New York Times ce mois-ci. Des agents du FBI se sont présentés chez lui avec une assignation à comparaître visant ses sources. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient les sources d'un article qui révélait que l'équipe 6 des Navy SEAL, juste avant les pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord en 2019, que Trump avait initié, avait tenté d'installer un dispositif de surveillance électronique sur les côtes de la Corée du Nord afin d'intercepter les appels téléphoniques de Kim Jong-un pour que Trump puisse savoir ce que pensait le dirigeant nord-coréen avant les négociations. Le raid a échoué. Il y avait des pêcheurs dans la zone. L'équipe de SEAL a massacré tous les pêcheurs, puis leur a perforé les poumons avec des couteaux pour qu'ils coulent au fond de la mer et que personne ne les retrouve. C'est ce que rapporte le New York Times. Et maintenant, Matthew Cole risque des poursuites s'il ne livre pas ses sources, ce qu'aucun journaliste ne ferait. Et ces sources sont des personnes que Trump aimerait jeter en prison pour avoir révélé ce crime de guerre horrifique. Alors, il essaye de recommencer. Pour lesquels Todd Blanche ne poursuivra personne. Bien sûr que non. Regardez Trump qui gracie Eddie Gallagher, qui tirait sur des gens comme ça, pour le sport en Afghanistan. Cette administration cherche à détruire la CPI par tous les moyens. Elle menace désormais les États africains qui participent à la CPI. Elle a obtenu que le Venezuela se retire du statut de Rome. Elle légitime les crimes de guerre à un niveau sans précédent. Donc ça s'inscrit dans cette logique. Mais c'est aussi une tentative de dissimuler son propre échec dans une guerre qu'elle a perdue, en punissant des responsables du Pentagone qui auraient pu divulguer la réalité. Les munitions n'étaient tout simplement pas disponibles. Dan Kane semblait avoir divulgué des informations. Quelqu'un, au plus haut niveau du Pentagone, semblait avoir communiqué au New York Times et au Washington Post, dès février, avant la guerre, qu'il n'y avait pas de stock de munitions suffisant pour mener cette guerre. Pete Hegseth vient de licencier la plupart des inspecteurs d'armement du Pentagone. Ceux qui contrôlent la qualité des armes et vérifient, par exemple, que les missiles de frappe de précision ou les missiles balistiques seront précis, avec des systèmes de guidage fiables. Ils ont tous été licenciés parce qu'il faut trop de temps pour faire sortir les armes de l'usine, les intégrer au stock du Pentagone, puis les envoyer pour tirer sur l'Iran. Ce qui signifie que les armes seront de moins bonne qualité. Et comme vous l'avez dit, monsieur le juge, il faudra des années pour les remplacer. C'est un échec colossal. Et l'héritage ultime de Trump sera d'avoir présidé au déclin de l'Empire américain. Quelle est votre analyse de la réaction au sein du Parti démocrate à la victoire du Dr Abdul El-Sayed lors de la primaire démocrate pour le Sénat dans le Michigan? Oui, je dirais que l'héritage ultime de Trump, c'est la destruction incontrôlée de l'Empire, plutôt que le genre de déclin maîtrisé qui, à mon avis, serait le rôle des démocrates. Et vous savez, on le voit bien, nous sommes un empire en déclin. Les choses s'effondrent vite. Tucker Carlson parle d'un troisième parti avec Marjorie Taylor Greene et Joe Kent, et on voit les socialistes démocrates d'Amérique progresser fortement. Ce sont des sociodémocrates, et leur rôle est probablement de sauver le contrat social, et peut-être même de sauver l'empire de lui-même. Même si l'establishment du Parti démocrate, qui est sous la coupe des grandes entreprises et de l'AIPAC, tout comme l'establishment républicain, ne le voit pas ainsi. Abdul El-Sayed n'est pas un candidat très radical. Il vient du Michigan, qui compte une très importante population d'Arabes américains et de musulmans.
Donc, si vous êtes candidat, ne serait-ce qu'à un poste à l'échelle de l'État là-bas, vous ne pouvez pas tenir le même discours qu'un candidat en Floride. Je veux dire, regardez Debbie Stabenow, regardez les Dingell. Spencer Abraham était bien dans le Michigan. J'oublie. Mais vous savez, c'est le seul État qui est traditionnellement produit des candidats élus à l'échelle de l'État qui étaient modérément favorables à la Palestine. Il est issu de cette tradition. Et je pense qu'il représente une nouvelle orientation qui reflète les souhaits de l'électorat du Parti démocrate. Tout simplement, plus aucune aide à Israël. C'est dégoûtant. Cela va à l'encontre des intérêts américains. Et cela offense tout simplement le sens moral et l'intégrité de chacun, y compris de fournir ce qu'ils appellent des armes défensives, comme le dôme de fer, mais qui ont permis le génocide à Gaza et ont permis à Israël d'éviter toute diplomatie et toute négociation. Donc en gros, il répond aux attentes de la base du Parti démocrate. Il a affronté une candidate qui disposait de 60 millions de dollars de fonds de campagne venant de l'AIPAC. C'était un personnage très étrange, excentrique, un peu provocateur, qui a essayé de prétendre que tous les habitants du Michigan étaient comme elle. Et ça n'a pas marché. Elle s'est pourtant rapprochée bien plus que ce que quiconque attendait. Et maintenant, Abdul El-Sayed affronte Mike Rogers, qui est traditionnellement l'un des plus grands va-t-en-guerre du Congrès, l'un des plus grands exécutants et instruments de la CIA et de la NSA. Il a été au premier plan de tous les combats visant à restreindre, à revenir sur les droits à la vie privée et les droits constitutionnels des Américains, à instaurer de nouvelles mesures de surveillance, à autoriser les écoutes téléphoniques d'Américains sans mandat. Et il a soutenu toutes les guerres. Je pense donc, Abdul El-Sayed doit faire de cette campagne une campagne sur ce sujet. Il faut parler de la Constitution, parler de la guerre et éviter qu'on l'attaque de manière islamophobe et anti-arabe. Il faut éviter les provocations et se concentrer sur ce que ces va-t-en-guerre ont fait à ce pays depuis le 11 septembre. Et je pense que ça peut être un argument gagnant, malgré le fait que certains éléments du Parti démocrate, son aile droite, l'aile clintonienne et une partie de l'aile proche d'Obama vont s'opposer à lui. Waouh, dernier sujet. Ceuta, je crois que je le prononce correctement, une petite enclave espagnole en Afrique du Nord. Qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi toutes ces personnes venues du Maroc et de Libye essaient-elles d'y entrer? Ils viennent tous du Maroc. C'est une attaque de guerre hybride contre l'Espagne. Et en apparence, c'est parce que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, du Parti socialiste ouvrier, le président Pedro Sánchez rencontrait l'ennemi juré du Maroc, l'Algérie, et parlait de réchauffer les relations. Le Maroc a donc lancé cette attaque de guerre hybride, dans laquelle les services de renseignement et la police marocains ont, pour l'essentiel, encouragé 50 000 personnes, surtout des hommes, économiquement désespérés ou démunis, à nager sur environ 3 kilomètres jusqu'à Ceuta. Ceuta est un territoire détenu par l'Espagne en Afrique du Nord depuis des centaines d'années. Il s'agissait, en quelque sorte, de mettre en scène cette attaque. Je n'appellerais pas ça une attaque, mais simplement d'affirmer leur présence. La plupart ont été renvoyés. C'était tout simplement une opération évidente. Mais cette attaque de guerre hybride, en apparence, était motivée par les rencontres de Sanchez avec l'Algérie. Mais si vous regardez ce qui se passe en coulisses et les célébrations chez les sionistes, chez des responsables israéliens comme Itamar Ben-Gvir, regardez ce que Yair Netanyahou disait en 2019. Selon lui, l'Espagne colonise essentiellement Ceuta. Pourquoi disent-ils ça? Parce que Pedro Sánchez a empêché les États-Unis, a empêché Trump d'utiliser le territoire espagnol pour lancer des frappes contre l'Iran.
parce que Pedro Sánchez a dénoncé le génocide à Gaza, en partie pour des raisons de politique intérieure, puisqu'il fait face à de nombreux scandales de corruption et que c'est ce que veulent ses électeurs. Mais il le fait. Et donc, Israël essaye d'évincer Pedro Sánchez. Alors qu'il soit ou non activement impliqué dans cette attaque de guerre hybride, ils s'en réjouissent, clairement. Et je pense que le document le plus révélateur que j'ai vu sur l'intérêt israélien à inonder Ceuta de migrants et à provoquer en gros une vague de réfugiés qui déstabilise l'Espagne, c'est un article de Michael Rubin, lobbyiste chevronné d'Israël, ancien administrateur de l'autorité provisoire de la coalition en Irak, publié dans le Middle East Forum de l'islamophobe Daniel Pipes. Il y appelle à une nouvelle marche verte contre l'Espagne, contre Ceuta et une autre zone appelée Melilla, administrée par l'Espagne. Qu'est-ce que la marche verte? En 1975, le Maroc, avec l'aide de la CIA, est entré de force au Sahara occidental avec 350 000 manifestants. Ils ont tous été acheminés là-bas par camion. Ils ont installé des campements et pris le contrôle de ce territoire pour empêcher l'Espagne de le décoloniser et de le remettre au peuple sahraoui, qui est aujourd'hui apatride. Donc il appelle à une gigantesque attaque de guerre hybride, en utilisant une vague humaine de migrants. Et on a aussi vu MAGA, et vous savez, la droite aux États-Unis célébrait ça. Laura Loomer a dit que cela devait se produire pour souligner la menace que représenteraient les réfugiés. Alors, nous accueillons cela favorablement. Donald Trump l'a essentiellement accueilli favorablement. Cela montre qu'en réalité, il ne croit en rien. Il ne se soucie pas vraiment de... Il déteste l'Europe. Ils ne se soucient pas de la souveraineté de l'Europe et ils utilisent simplement les migrants comme boucs émissaires politiques commodes, sans vouloir résoudre le problème. Est injusto dire que Ismaïl Tubra. Je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas seulement juste de le dire. Il existe des preuves concrètes que des responsables israéliens, tout le monde sioniste qui soutient Netanyahou, le fils de Netanyahou et MAGA, s'en sont réjouis. Wow, Max, merci beaucoup. C'est très apprécié. Je sais que vous avez une journée chargée. Merci du temps que vous nous avez accordé. Passez le bonjour à Anya et à vos enfants de ma part. Tous mes vœux. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, juge. Merci. À venir à 14h, si vous nous regardez en direct, dans 11 minutes, Oncle Larry, le colonel Lawrence Wilkerson. Les États-Unis sont-ils une république ou un empire? Et à 15h, Pepe Escobar. Savez-vous ce qu'est un rebond de chat mort? Il vous l'expliquera. Ici, le juge Napolitano pour Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.